C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, cet enjeu, Trump, son plan pour mettre l'Iran à genoux. Pression militaire maximale sur l'Iran. Avec force, c'est tombé cet après-midi. Donald Trump persiste et signe. Le temps est compté, dit-il. Une armada massive se dirige vers l'Iran. Elle avance rapidement et avec une grande puissance, un enthousiasme et un objectif clair. Et dans les faits, eh bien, ça se vérifie. La rotation des avions s'accélère. De nouveaux navires arrivent. L'USS Abraham Lincoln est bien sûr déjà sur place, mais le destroyer Roosevelt est en Méditerranée. Ici aussi, vous apercevez l'avion de transport militaire C-5 Super Galaxy, le bombardier E-11A, véritable relais de communication aéroportée. Bref, Trump renforce le bras de fer, comme un revolver géant posé sur la table par les États-Unis. Vous acceptez un accord ou je tire? Un accord. Il en parle lui-même à nouveau dans son message. Mais que veut Donald Trump? Aider les manifestants à renverser le régime? Veut-il affaiblir le régime pour obtenir l'arrêt du nucléaire? Il a peut-être une autre arme dans sa veste, un blocus du pétrole iranien, assécher, mettre à genoux économiquement, accélérer l'effondrement. Mais attention, élément important dans l'équation, on parle de panique de certains alliés dans la région, la crainte de la contagion. Et à raison, toutes ces questions, on va les mettre sur la table. Mais d'abord, écoutez, regardez la pression du président américain. Une autre armada magnifique navigue actuellement vers l'Iran. Nous verrons bien. Notre position est claire, les négociations ne peuvent avoir lieu sous la menace et tout dialogue doit se dérouler dans des conditions où les menaces et les exigences excessives sont mises de côté. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Tours, vous êtes spécialiste défense et sécurité. Colonel Pierre de Jong, merci également d'être avec nous. Bonjour, vous êtes consultant défense géopolitique LCI. Bonjour, ravi de vous retrouver. Lucas Manger, bien sûr, vous êtes grand reporter, vous êtes spécialiste des questions internationales. Xavier de Giacomoni, bien sûr, ravi également. Bonjour à vous, éditorialiste international LCI. Le grand dossier, Trump, son plan pour mettre l'Iran à genoux, c'est donc parti. Pression maximale des États-Unis, je vous l'ai dit. Regardez encore cette image. Avion de transport militaire C-5, Super Galaxy, un mastodonte des airs. Il est capable de transporter des patriotes et chars Abrams s'il est arrivé en Arabie Saoudite. Les armes affluent. Trump martèle que son armada est bien là. On va le voir dans un instant. Mais d'abord, pour commencer, Trump menace et l'Iran retient son souffle dans les rues de Téhéran. Pour la première fois depuis des semaines, Internet en partie rétabli, nous retrouvons Siavash Ghazi. Merci beaucoup d'être avec nous. Siavash Ghazi, vous êtes correspondant en France 24 et RFI. On n'avait pas vu ces images derrière vous depuis des semaines et des semaines. Téhéran avec ses habitants qui reviennent au bazar. Faites-nous vivre la rue de Téhéran et dites-nous, est-ce un semblant de retour à la normale ? Écoutez, on est mercredi soir. En général, mercredi, c'est la veille du week-end iranien, et en général, sur cette place de Tajrish, dans le nord de Téhéran, à côté du petit bazar du nord de Téhéran, il y a beaucoup de monde. Mais ce que on voit derrière moi, c'est des personnes, beaucoup moins de monde qu'habituellement. Les gens viennent en général le mercredi, jeudi et vendredi soir se balader ici, acheter, manger dans la rue, mais on constate pas la foule qu'on voit habituellement. Il y a l'effet de la contestation, du mouvement de contestation, qui a affecté beaucoup de gens. Il y a beaucoup de tristesse, une profonde tristesse qu'on ressent chez les Iraniens lorsqu'on leur parle. Il y a aussi une très grande colère à cause du nombre très élevé des morts et des blessés et des par milliers. Alors on ne sait pas combien exactement, je ne peux pas donner de chiffres exacts. Le pouvoir parle de 30 000, d'autres des organisations des droits de l'homme basées à l'étranger parlent de 5-6 000. Il y a des chiffres qui vont jusqu'à 36 000. Combien exactement, on ne sait pas, on n'a pas de moyen de le vérifier ici. Mais ce qui est certain, c'est que il y a eu des milliers de morts, des milliers de blessés, des dizaines de milliers d'arrestations. Donc les gens sont très affectés par ce qui s'est passé ces dernières semaines, et il y a à la fois une profonde tristesse, une profonde colère de ce qui s'est passé dans le pays pendant en particulier les nuits de jeudi et vendredi 8 et 9 janvier. Donc c'est ce qu'on ressent, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de monde dans les rues. Et puis il y a aussi les craintes d'une intervention militaire américaine. Tout le monde ne parle que de ça, et tout le monde est persuadé
qu'il y aura, quoi qu'il arrive, une intervention américaine dans les jours ou dans les semaines à venir. On profite un peu de votre présence, Siavash Ghazi, dans ces rues de Téhéran, bien évidemment. Mais effectivement, vous venez de l'effleurer. L'Iran, les Iraniens se préparent à une éventuelle frappe américaine. Oui, absolument. Côté pouvoir, c'est des menaces très dures contre toute intervention américaine. Plusieurs responsables politiques et militaires l'ont répété ces derniers jours. L'Iran est plus près que jamais. La riposte sera large et ferme et dure, a déclaré par exemple le porte-parole de la diplomatie iranienne. D'autres responsables militaires ont affirmé que l'Iran disposait encore de plus de missiles donc pour riposter contre les États-Unis. Les bâtiments de guerre américains, mais aussi les bases américaines dans la région, dans les pays, dans les monarchies arabes du Golfe Persique, sont des cibles potentielles, mais aussi le territoire israélien est une cible potentielle. Donc c'est du tac au tac, même si on sait que en fait les capacités militaires de l'Iran ne font pas le poids face aux capacités militaires américaines et israéliennes, bien sûr. Mais il y a dans la rue, dans la population, une réelle crainte qu'on s'achemine vers une intervention américaine avec les menaces américaines du président Trump, qui parle désormais de destruction massive et ne parle plus de soutien aux manifestations comme cela a été le cas de début janvier. Là, c'est des exigences très claires. Fin du programme nucléaire iranien, baisse très importante de la portée des missiles iraniens, donc transfert des stocks d'uranium enrichi à l'étranger. Donc c'est des questions des conditions très précises du président Trump que l'Iran n'accepte pas et affirme, la responsable iranien affirme que l'Iran est prêt à reprendre les négociations, mais à condition que ça soit d'égal à égal, en respectant les règles internationales et les intérêts nationaux de l'Iran. Merci infiniment, Siavash Ghazi, correspondant France 24 RFI, que c'est précieux de vous voir dans ces rues de Téhéran, de vous entendre. Merci beaucoup à vous. Et dans le même temps, quasiment, ce message qui est tombé de Donald Trump, il est fort. Il dit une armada massive se dirige vers l'Iran. Elle avance rapidement, avec une grande puissance, un enthousiasme et un objectif clair. Alors en tout cas, renforcement militaire des États-Unis dans la région, il y a, ça se confirme d'heure en heure. Armada renforcée, de quoi parle-t-on? On va plus loin ensemble, colonel. Je vous emmène devant mon écran magique. Colonel, on a remarqué ces dernières heures le décollage de dizaines d'avions cargo et en particulier d'un gros porteur C-5M Super Galaxy, le mastodonte de l'armée américaine. Dites-nous, colonel, ce que cela veut dire pour le dispositif déployé par les États-Unis. On le voit ici donc au décollage. Allez-y, colonel. En fait, le Galaxy, c'est le plus gros avion au monde. Alors, il y a l'Antonov russe, mais celui-là, c'est le plus gros au monde. Les Américains en ont une cinquantaine et c'est l'avion de transport logistique. Et là, les Américains sont dans là où ils sont le meilleur, concrètement à la planification et la logistique. Ils ont les moyens pour ça. Le deuxième point, qui est très intéressant, c'est qu'il y a un pont aérien qui s'est mis en place entre les États-Unis, toutes les possessions, pour faire court, Diego Garcia, etc., en direction d'un front potentiel. Alors évidemment, cet engin-là, il transporte quoi? Il va transporter des Patriotes, il peut transporter deux chars Abrams, par exemple, il peut transporter énormément de choses. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que très concrètement, du point de vue terrestre, aujourd'hui, les Américains sont en train de se renforcer dans la partie moyen-orientale. Très concrètement, cet avion s'est posé en Arabie Saoudite, il a pu se poser au Qatar ou à Bahreïn, et donc il y a un renforcement général. Et c'est un signal faible qui est extrêmement intéressant, ce qui veut dire que les Américains montent en puissance. Alors, justement, colonel, une journaliste américaine avait pu entrer à l'intérieur de ce mastodonte. Écoutez, regardez. C'est absolument gigantesque. C'est l'espace de chargement d'un C-5 Super Galaxy. On peut y mettre énormément de choses, des satellites ou des chars ou des hélicoptères. Alors, également repéré ces dernières heures, le décollage d'un autre avion. Cette fois, c'est un bombardier E-11-A. Et lui, colonel, il a une toute autre mission. Alors, Bombardier, c'est la marque, c'est une marque canadienne. En fait, c'est un avion, je dirais, de télécommunication, et c'est un avion, je dirais, de commandement. Très concrètement, cet avion est un avion qui facilite les communications entre les bateaux, les avions, les avions, les bateaux, évidemment, la terre, et surtout, il donne des images. Donc, il a un système dans lequel il capte des images,
et les terriens qui sont au sol, dans les tranchées ou que sais-je, etc., ils ont les mêmes images. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement, cet avion peut communiquer avec l'ensemble de l'armada, donc marine, cet avion leur envoie des images que les marins sont incapables d'avoir. Parce qu'il faut envoyer des missions de reconnaissance. Donc eux savent faire des missions de reconnaissance et envoient arroser avec les images. Donc en fait, c'est un super, une super boîte Wi-Fi quelque part, et donc, mais pas plus que ça. C'est pas un outil de renseignement, c'est pas un engin qui a des radars. En fait, il facilite les communications. Merci, colonel. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on regarde une carte maintenant du dispositif tel qu'on peut le résumer maintenant américain dans la région. Et cette question pour vous, la démonstration de force maintenant, elle est immense du côté américain, indéniablement, la puissance de feu américaine dans toute sa force. Il y avait déjà, il faut le dire, il y avait déjà une présence importante. Si on regarde la carte, il y a toutes les bases qui étaient déjà stationnées avec pas mal de moyens. Ce qui change, et là effectivement avec cette armada qu'on voit sur la carte, c'est aussi ces moyens, notamment avec le C5, s'il y avait des Patriotes ou des THAAD dedans, c'est aussi ces moyens de protection à la fois de ces bases-là et éventuellement de ses alliés, parce qu'on sait qu'il y a quand même un certain nombre d'inquiétudes. On sait qu'il y avait deux groupement THAAD qui a été envoyé en Israël cet été pour les protéger, pour les aider dans la protection dans la guerre de 12 jours notamment. Mais on peut imaginer que les Patriotes ou des THAAD qui sont peut-être dans ce C5 qui date quand même de la guerre froide, faut le rappeler, la première vol était en 68, pour dire à quel point c'est utile, mais c'est quand même ancien, la dernière production c'était en 89. Ils sont aussi là pour amener des munitions qui sont aussi pour protéger éventuellement tout ce qui est intérêt américain. Donc Qatar, Arabie Saoudite, Israël. Oui, Israël. Bahreïn, les Émirats. Bahreïn, Émirats. Tous les pays ont une base américaine, quelle que soit sa taille. Oui, mais ce que je comprends des alliés dans la région, c'est qu'ils veulent pas seulement qu'on protège les intérêts américains, c'est qu'ils veulent qu'on les protège eux aussi. C'est pour ça qu'il faut aussi une présence. Déjà, les Américains aiment la présence très forte, c'est-à-dire s'il faut un marteau, ils vont prendre vraiment un énorme marteau, et c'est ce qu'ils font ici, mais c'est aussi parce qu'il faut, c'est une région ça peut s'embraser. Je pense qu'il y a aussi une volonté de rassurer les alliés en disant on est aussi là pour vous protéger. On va revenir, c'est un élément très très important de ce qui se passe en ce moment, les alliés, les rassurer. Oui, rassurer, puis rassurer les forces américaines qui sont dans la région. La carte est très intéressante. On voit bien, par exemple, s'il y avait une guerre et si les Iraniens se mettaient à tirer, il y a des bases, par exemple, américaines en Irak, il y a aussi des bases françaises d'ailleurs, mais il y a des forces qui sont très très proches de la frontière iranienne, qui sont facilement atteignables, et donc il s'agit c'est un terrain de jeu de jeu de guerre que les Américains connaissent parfaitement. Ce déploiement, peu ou prou, on reprend des cartes de la première guerre du Golfe, de la seconde guerre du Golfe. Ce sont des bases sur lesquelles ils sont chez eux, et qui leur servent effectivement à se protéger eux-mêmes, protéger Israël bien entendu, mais aussi d'éviter à l'Iran, s'il y avait une guerre, de pouvoir frapper des bases en Arabie Saoudite. Par exemple, l'Arabie Saoudite en ce moment est pas très allante. On va y revenir, c'est plus que ça. Ils ont même tenté de fermer leur ciel. Ils sont obligés par des accords d'accueillir ces immenses avions et l'armada américaine, mais eux, ils ont tout à craindre d'un embrasement de la région. Vous l'avez aperçu très furtivement, chers téléspectateurs, ce message de Donald Trump qui est tombé cet après-midi. Il est important. Le temps est compté. Il y a d'autres mots qu'on va voir ensemble. Le temps est compté. Le temps, combien de temps laisse-t-il Xavier de Giacomoni aux Iraniens? Mais là, il nous a pas donné de décompte pour le moment. Alors qu'à chaque fois, sur l'Ukraine ou autre, même la dernière fois, en Iran, il avait donné 15 jours et finalement, il avait frappé au bout de 2 jours. Donc ça, on ne peut pas savoir, mais visiblement, oui, la pression s'accentue et la pression est de plus en plus spectaculaire avec ce déploiement américain qu'on pouvait retrouver notamment tout simplement pendant le premier mandat de Donald Trump. Le fait qu'il y ait un porte-avions au large d'Oman, un porte-avions américain, est quelque chose d'assez classique. Là, on voit qu'on renforce les défenses terrestres des pays qui sont tout autour du Golfe pour une raison très très simple, c'est qu'entre les deux côtés du Golfe, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats, le Qatar, il y a parfois à peine 250 kilomètres. Or, on sait que pendant la guerre de 12 jours en juin dernier, les capacités de missiles à longue portée iraniennes ont été largement frappées par les Israéliens puisqu'ils étaient concernés au premier chef, mais beaucoup moins les capacités à courte ou
moyenne portée. Et ces capacités-là, aujourd'hui, pourraient se déchaîner contre tout pays qui serait accusé par l'Iran de prêter main forte aux États-Unis. Prêter main forte aux États-Unis, c'est même pas ouvrir son ciel, c'est juste avoir une base militaire américaine sur son sol. Alors vous voyez, on a cette carte qui résume, mais certainement de manière approximative en réalité, le dispositif américain dans la région, parce que par définition, on ne peut pas tout savoir. Mais on sait même qui commanderait, qui serait responsable, l'amiral Cooper du CENTCOM. Comment résumer le CENTCOM ? C'est le centre de commandement américain dans la région. Oui, mais dans la région. On est d'accord, dans la région. Il y a plusieurs CENTCOM américains sur la planète. Celui-là, c'est celui de la région. Ce niveau de précision et de détail, selon vous, pour le relier à ces mots, le temps est compté de Donald Trump, ça veut dire que les choses se précisent en heures, en jours, ou après tout, ça ne veut rien dire, et ça peut traîner des mois, le temps est compté. Les Américains communiquent énormément. On voit bien que c'est une entreprise de gesticulation, mais ils savent aussi qu'un élastique, on ne peut pas le tendre pendant très longtemps. Donc, évidemment, il faudra le relâcher. Le deuxième point, le fait que ce soit un amiral, c'est très important, parce que ça veut dire que la dominante est maritime. Elle ne sera pas aérienne, elle ne sera pas terrestre. Donc, c'est un marin qui va commander tout ça. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'en fait, très concrètement, c'est l'armada qui va servir en premier. Toute la partie terrestre, dans les pays du Golfe, au Moyen-Orient et en Arabie Saoudite, en fait, ne seront qu'une base arrière, une base logistique. Allez-y, Elisabeth. De toute façon, on sait très bien, surtout avec ce président Trump aujourd'hui, que de toute façon, les troupes au sol, c'est presque exclu d'emblée par le gouvernement américain. Donc ça va être... Et il y a aussi des navires en Méditerranée, donc ils peuvent un peu faire pression des deux côtés et protéger des deux côtés sans avoir à déclencher des soldats, ce qu'ils essaient d'éviter. Parce qu'on se rappelle, et Lucas a parlé d'Irak, mais le nombre de soldats, même actuellement, qui sont attaqués, les points américains qui sont attaqués par des milices chiites, qui sont quand même aussi des faiblesses pour les Américains, donc ils essaient d'éviter. Ça vient de tomber, Marco Rubio affirme à l'instant que l'Iran est plus faible que jamais. On y reviendra dans quelques instants, c'est très important. La réalité, notamment économique de ce pays, ça peut être une arme importante contre l'Iran. Allez-y. Oui, non, juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur le fait que ce soit un amiral, effectivement, j'évoquais tout à l'heure les deux guerres du Golfe, enfin l'invasion de l'Irak, c'est là l'immense différence, et c'est pour ça que c'est un amiral, c'est qu'il n'y a pas de déploiement de troupes, il y a des troupes dans toute la région. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de soldats déployés au Moyen-Orient, mais il n'y a pas des Marines qui montent dans des avions aux États-Unis et qui s'apprêtent. Ce qui a été très important dans la guerre de 12 jours, c'est que les Israéliens et les Américains ont mené des frappes ensemble avec du renseignement sur place extrêmement puissant. Les Israéliens ont eux-mêmes fait savoir indirectement, comme toujours, qu'ils avaient des gens à eux, des services de renseignement sur le territoire iranien qui avaient réussi à s'infiltrer, mais ça ressemble pour le moment à une menace extrêmement présente d'une guerre de 12 jours puissance 10 quoi. En tout cas, ils ont la capacité de le faire. J'ai une question bonus pour le colonel avec il faut retenir le CENTCOM parce qu'on va beaucoup en parler dans les prochaines heures. Un exercice militaire américain aurait été annoncé ces dernières heures par le commandement central des États-Unis dans la région, et le journal Le Jerusalem Post dit ceci, que renforcer les partenariats et ce type d'exercice ont par le passé été utilisés comme couverture pour lancer une attaque surprise contre un adversaire. Je ne veux pas faire de géopolitique fiction, donc je me base sur ce qu'a relayé un journal qui est quand même assez sérieux, le Jerusalem Post. Est-ce que effectivement... Bien sûr, évidemment. Regardez Poutine, lorsqu'il a attaqué l'Ukraine en 2022, il y avait un exercice de 300 000 hommes au nord. Et donc on savait qu'il y avait un exercice, il en a profité pour rentrer en Ukraine. Donc évidemment, c'est une manière, je dirais, de dissimuler ses intentions. On s'approche progressivement et au dernier moment, on pénètre, on crée un incident, par exemple. Donc effectivement, cette armada, soit les Américains veulent s'en servir, mais encore une fois, à l'heure où on parle, je suis pas sûr. Il faut être prudent. C'est un énorme marteau, mais pour l'instant, très concrètement, les Américains n'ont pas dit qu'ils allaient s'en servir. Ils potentiellement oui, mais c'est pas encore le cas. C'est l'heure pour nous d'accueillir Gilles Kepel sur ce plateau. Bonjour Gilles Kepel, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez passer juste là, ce sera vraiment parfait. Votre siège vous attend. Gilles Kepel, bonjour. Vous êtes professeur émérite des universités, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et auteur notamment du livre Antiterrorisme, la traque des djihadistes aux éditions Plomb. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Juste, je rebondis sur ces mots qui se sont inscrits en bas de l'écran. Le temps est compté, a écrit Donald Trump cet après-midi. Selon vous, le temps est compté dans les mots du président américain. Comment peut-on l'évaluer, ce temps ? Là, le porte-avions et son groupe aéronaval sont arrivés. Tout est mis en place pour qu'il y ait une frappe efficiente. On avait beaucoup brocardé Donald Trump quand il avait annoncé du bureau ovale « Continuez, l'aide est en cours ». Puis il s'est rétracté.
probablement, autant qu'on puisse le savoir, sous le conseil de ces militaires qui estimaient que ni les États-Unis n'étaient capables de frapper de manière efficace en termes militaires l'Iran, ni Israël n'avait suffisamment renouvelé ce qu'on appelle le dôme de fer, c'est-à-dire ses missiles anti-missiles, pour se prémunir de l'attaque iranienne. Donc ça, c'est un élément qui est important. Le deuxième, c'est qu'il n'y avait pas qu'Israël qui, à l'époque, freinait, il y avait aussi l'ensemble des pays arabes voisins qui vivent dans la terreur, dans la péninsule arabique, que une frappe iranienne d'un Iran blessé, mais néanmoins en capacité de donner un ultime coup de griffe, comme un tigre, si vous voulez, n'inflige des dommages épouvantables au Qatar en premier lieu. Le Qatar, avec 2 missiles, peut être arrêté, un sur l'usine de désalinisation, l'autre sur le train de liquéfaction du gaz, sur les Émirats, qui viennent de réitérer aujourd'hui qu'ils ne voulaient pas donner leur espace aérien. Gilles Kepel, enjeu majeur, et d'ailleurs on y reviendra dans quelques instants, parce que c'est peut-être l'enjeu majeur pour les États-Unis en ce moment, les alliés et les réactions dans la région. Mais dans un instant, regardez encore une fois cette carte, la carte de cette armada américaine dans la région, la carte de la puissance qui s'est d'heure en heure renforcée dans la région, dans les airs, sur la mer. Oui, elle est là. Il la promet, même Donald Trump, ces dernières heures, plus puissante qu'au Venezuela. Mais si cette carte dessinait en réalité, au lieu de frappe, un blocus pétrolier iranien à venir pour affaiblir le régime et mieux le cueillir une fois à terre, c'est aussi un enjeu que nous allons évaluer ensemble dans un instant. Je vous dis à tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier et toujours cet enjeu Trump, son plan pour mettre l'Iran à genoux. On en parle avec mes invités dans un instant, mais c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. Les tensions sont retombées, mais la vigilance reste de mise. Les chefs de gouvernement danois et groenlandais étaient reçus à l'Elysée à la mi-journée. Emmanuel Macron en a profité pour appeler, je cite, au réveil stratégique pour toute l'Europe. De son côté, Donald Trump accuse le maire de Minneapolis de violer la loi et de jouer avec le feu. Il avait affirmé mardi sur X que sa ville n'appliquait pas et n'appliquerait pas les lois fédérales sur l'immigration. L'incendie d'ampleur est désormais circonscrit dans la station de Courchevel en Savoie, où près de 300 personnes ont été évacuées. Le feu qui a ravagé un hôtel de luxe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Donc vous êtes toujours devant ce grand dossier et cet enjeu Trump, son plan pour mettre l'Iran à genoux. Et toujours pour en parler, j'en suis ravie, Elisabeth Shepard-Selam, Xavier de Giacomoni, toujours colonel Pierre de Jong et également Lucas Manger. Et merci donc à vous d'être avec nous, Gilles Kepel, professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient et notamment auteur du livre Antiterrorisme, la traque du djihadisme, des djihadistes aux éditions Plomb. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Le bras de fer se renforce d'heure en heure. Avec ces mots, le temps est compté. Donald Trump menace, c'était cet après-midi encore, avec beaucoup de force, à nouveau l'Iran. Menace d'une nouvelle attaque américaine bien pire, dit-il, que la précédente. Regardez, encore une fois, comme d'heure en heure, l'armée américaine s'est en effet renforcée dans la région. Le SS Abraham Lincoln, il est arrivé, mais il y a le destroyer Roosevelt en Méditerranée, le C-5 Super Galaxy mastodonte désert qui a atterri en Arabie Saoudite ou encore le bombardier E-11A, relais de communication aéroporté. Mais et si l'arme la plus puissante de Donald Trump, en réalité, était un blocus du pétrole iranien, dont on vous parle depuis lundi. Un scénario jugé crédible, en train de monter. Et regardez cet article du Jérusalem Post, par exemple. Alors, mettre à genoux économiquement le régime, accélérer l'effondrement du régime. Lucas Manger, on va un peu plus loin ensemble pour s'y arrêter. Et cette question, Lucas, concrètement, comment les États-Unis peuvent-ils bloquer les pétroliers iraniens ? Avec leurs navires, essentiellement. Alors, on le voit sur cette carte, ça c'est le Lincoln qui est en train de faire route, qui est arrivé dans le golfe d'Oman. Le point le plus important, c'est celui-ci, le détroit d'Ormuz, puisque c'est par là que transite tout le pétrole qui sort de la région. Et notamment, 90% du pétrole iranien sort de cette petite île qui s'appelle Karg, c'est là d'où partent les bateaux iraniens de la fameuse flotte fantôme iranienne. Alors, les estimations varient parce que le pétrole iranien est quand même très bloqué par les sanctions internationales, mais l'année dernière, on estimait qu'il y avait 1,2 million de barils jour qui pouvaient quand même sortir à 90% vers
la Chine. Donc le pétrole, on le voit sur cette carte, part par là. Les Iraniens ont développé une spécialité absolument mondiale de la flotte fantôme et de transbordement, de contourner les sanctions. 90% donc de ce pétrole part en Chine. Le système, il est relativement sophistiqué, c'est que les bateaux partent en mer, et là il y a du ship to ship, ce qu'on appelle, donc c'est du transbordement du pétrole d'un navire à un autre pour laisser le moins de traces possible et éviter les sanctions. Changement d'identité des bateaux, changement de pétrole d'un bateau à l'autre, parfois mélangé avec du pétrole d'un autre pays pour ne pas dire qu'il est iranien. Et puis il arrive dans des toutes petites raffineries en Chine qui n'ont pas de représentation ni en Europe ni aux États-Unis, et donc qui échappent comme ça aux sanctions internationales qui ont été imposées et renforcées. C'est ce que Trump appelle la pression maximale. Si ce blocus était mis en œuvre, c'est une arme visant à déstabiliser, à étouffer le régime, puisque ça représente, vous le voyez là, 30 à 45% du budget. On estime que c'est 38 milliards de dollars par an, mais il faut savoir que ces 38 milliards ne vont pas du tout directement dans les caisses de l'État iranien, puisque 30% en est prélevé par les gardiens de la Révolution comme une sorte d'impôt révolutionnaire qui permet de financer les caisses noires des gardiens de la Révolution. N'est-il pas formidable, Lucas Manger? Merci beaucoup. Gilles Kepel, est-ce là une réelle arme, le pétrole, assécher l'Iran, comme je le disais, mettre à genoux économiquement, affaiblir le régime pour pouvoir le cueillir comme un fruit mûr une fois à terre? Alors, le budget iranien est calculé sur la base d'un pétrole à $124 le baril. Il était à 58 ces derniers temps, 60, il y a un temps peu en remonte, descend. Il faut bien voir que ça n'est pas du tout ce qui entre dans les caisses de l'Iran, parce que pour compléter votre démonstration, il faut voir que tous ceux qui organisent le transbordement, qui prennent les risques financiers, les contrebandiers, se prennent des commissions absolument énormes. Et donc on peut estimer que environ pas plus de la moitié des $58 entrent dans les caisses de l'Iran. Là-dessus, comme vous l'avez justement dit, les gardiens de la Révolution se prennent la plus grosse part du gâteau parce que c'est ça qui permet au régime de tenir. Et c'est ce qu'on a vu avec la répression dont on a apparemment maintenant, d'après ce que dit la rapporteure des droits de l'homme ONU pour l'Iran, Madame Mai Sato, la japonaise, elle parle de plusieurs dizaines de milliers de morts. Donc il ne s'agit pas simplement d'une opinion, c'est quelqu'un qui est habitué à ce genre de choses. Et c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers de morts en 3 jours. Et je voudrais aussi... Oui, c'est quelque chose qui est énorme. Ça c'est parce que les gardiens, voilà. Justement, les gardiens sont payés pour ça, et ils savent que si jamais le régime s'effondrait et s'il n'en faisait pas partie, évidemment, ils ont tout à perdre aussi. Alors, on échangeait sur le sujet, je ne trahis pas de secret pendant la pub. Économiquement, les coupures Internet, notamment pour l'Iran, a commencé à coûter très cher. Oui. Le cours de la monnaie iranienne s'est effondré. On a préparé un petit graphique pour le montrer à nos téléspectateurs, on va l'afficher. 1,5 million de rials pour $1 maintenant. Regardez, c'était 1,47 quand les émeutes ont commencé. Mais donc, est-ce que ça accroît l'idée que l'on peut accélérer l'effondrement économique de ce pays et qu'il ne suffirait, entre guillemets, qu'un coup de grâce, comme par exemple le blocus pétrolier? Alors, comme ça vient de vous être dit, l'armée des gardiens de la Révolution, qui n'est pas la même que l'armée ordinaire, si j'ose dire, qu'on appelle Artesh, qui n'est pas très bien payée et qui n'est pas très bien armée. Les gardiens de la Révolution ont montré leur rôle de garde prétorienne du régime dont ils sont le cœur, les pasdarans en Iran. Et eux, ils ont quand même une capacité de résilience extraordinaire. Toute la question va être, et c'est sans doute ce que sont en train de penser les Américains, ce qu'ils sont en train de réfléchir, et les Israéliens s'ils s'y mettent également, c'est de savoir comment faire en sorte de casser le système de pouvoir iranien. Alors vous savez qu'il y a quelques jours, on a annoncé qu'il n'y a plus aucun vol ne partait vers le Golfe. Puis 3 heures plus tard, ces mesures ont été suspendues. Autant qu'on le sache, c'est parce que les Américains ont mis en œuvre tout leur radar pour faire croire qu'ils allaient frapper l'Iran. Ce qui fait que les Iraniens ont mis en place leur plan de secours, de dissimulation, de cache, etc. Ce qui fait qu'ils sont aujourd'hui très embarrassés parce que ils n'ont pas de plan B, si vous voulez, en cas d'attaque. Donc ça veut dire que la nécessité pour la frappe américaine, et c'est pourquoi Trump a reculé, a attendu un moment où
l'armement serait opportun, bien placé et autres, c'est d'arriver à briser le cœur du système politico-militaire. Moi, je ne suis pas convaincu que, à ce stade, des sanctions économiques un peu plus importantes ou un peu moins importantes, bien évidemment, ça va y contribuer. Mais ça n'est pas ça qui est décisif, puisque l'économie est déjà à plat. Et comme vous l'avez à l'instant rapporté, outre l'effondrement de la monnaie, la coupure Internet généralisée, le blackout, qui était destiné à empêcher la société de communiquer, parce que l'Iran est un pays très connecté. Tout le monde, vous avez tout le monde a son téléphone, etc. Et l'économie iranienne, outre l'économie informelle, fonctionne en grande partie sur la base de transactions informatiques. Et donc, depuis maintenant 3 semaines de blackout, vous avez une grande quantité de gens en Iran qui n'ont plus de revenus, qui ne peuvent plus fonctionner. Donc là, il y a une désaffection énorme et des gens qui, finalement, n'allaient pas prendre de risques. Là, ils n'ont plus rien à manger, sauf s'ils ont des cousins à l'étranger qui leur envoient des dollars. Je voudrais vous montrer un autre extrait du message publié assez fort de Donald Trump dans l'après-midi. Et il compare un peu cette opération, vous allez comprendre, au Venezuela. Il dit que c'est une flotte plus importante menée par le grand porte-avions Abraham Lincoln que celle envoyée au Venezuela. Comme pour le Venezuela, elle est prête, disposée et capable d'accomplir rapidement sa mission avec vitesse, violence si nécessaire. Dans la période précédant le raid au Venezuela, colonel, le président Trump avait ordonné un blocus pétrolier similaire contre le Venezuela, entraînant la saisie de 7 pétroliers, la plupart liés à l'Iran et à la Russie. Est-ce que, selon vous, cette comparaison avec le Venezuela peut nous laisser entendre qu'une telle opération semblable pourrait être en préparation? Oui, c'est possible, évidemment. Le problème, c'est que les conditions géographiques sont pas du tout les mêmes. On voit bien que le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et le golfe d'Arabie limitent les capacités, en fait, d'empêcher l'Iran de faire quelque chose. Très concrètement, les bateaux peuvent sortir, mais de quel bateau on parle? Vous avez un flux permanent mondial du pétrole, du golfe Persique en direction du monde entier. Bateaux chinois, etc., etc. Donc le problème, assécher l'Iran, ça veut dire l'empêcher d'avoir des bateaux. Maintenant, le problème est le suivant. C'est que la géographie commande. On voit bien qu'il y a un énorme problème. C'est que, l'Iran n'a pas perdu toutes ses capacités de rétorsion par 3 moyens. Le premier, c'est les missiles, je dirais, balistiques qui partiraient de l'Iran et qui taperaient des bases en Arabie Saoudite ou ailleurs. Le deuxième point, qui est pas nul, je me rappelle l'USS Cole qui avait été détruit par une attaque, je dirais, avec un tout petit bateau avec 300 kilos d'explosifs en 2000. C'est parce qu'aujourd'hui, les Américains, avec le nombre de bateaux qu'ils ont, ils peuvent pas se permettre le moindre incident. Et le troisième point, qui n'est pas nul, c'est qu'en fait, ce soit les Iraniens eux-mêmes qui provoquent une crise pétrolière en minant le détroit d'Ormuz. Ça, c'est un sujet. En frappant un bateau. Exactement. Un bateau, un pétrolier qui passe. Je vous rappelle que Ormuz, c'est 50 km de large et 50 mètres de profondeur. Donc c'est extrêmement petit. Et là, les Iraniens ont une capacité il suffit d'avoir une mine qui se promène et les bateaux ne pourront plus passer. Alors, le régime se prépare-t-il à sa propre décapitation? Dans le Financial Times, passionnant de lire aujourd'hui que le régime en Iran semble fonctionner sous cette hypothèse d'une action militaire américaine et d'une possible décapitation du leadership. Il délèguerait même déjà présentement ses pouvoirs aux provinces 31 au cas où des figures de haut rang seraient éliminées. Pour aller plus loin, on retourne sur le terrain pour retrouver Siavash Ghazi. Encore une fois, merci beaucoup Siavash Ghazi, correspondant France 24 et RFI, d'être en direct avec nous, et vous l'êtes depuis les rues de Téhéran que nous n'avons pas vu comme ça depuis des semaines et des semaines. Les connexions ont repris, ce qui nous permet cet échange précieux. Siavash Ghazi, constatez-vous une forme de fébrilité du pouvoir? En fait, le pouvoir tient un discours très dur, à la fois sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan extérieur. Sur le plan intérieur, le guide suprême iranien qui était intervenu avant les nuits de 8 et 9 janvier a affirmé que le pouvoir ne restera pas les bras croisés face à ce qu'il a appelé les troubles ou les fauteurs de troubles ou les émeutiers qu'il a accusés d'être liés à Israël et aux États-Unis pour déstabiliser le pays. Sur le plan extérieur, c'est le même discours de fermeté. Depuis plusieurs jours et plusieurs semaines, les responsables iraniens répètent qu'en cas d'attaque américaine, il y aura une riposte très dure de la part de l'Iran pour viser les bases américaines dans la région, dans les monarchies arabes du Golfe Persique, mais aussi le territoire israélien. Et hier, un responsable des gardiens de la Révolution a affirmé que les bâtiments de guerre américains
étaient également des cibles potentielles, donc en cas d'attaque américaine, donc qui pourraient être visées donc par des missiles balistiques et supersoniques iraniens, des missiles qui ont une portée entre 500 km et 2000 km, et qui sont parfaitement capables d'atteindre, par exemple, le porte-avions Abraham Lincoln, qui est stationné à quelques centaines de kilomètres des côtes iraniennes. Et donc, en théorie, l'Iran a la capacité de lancer, en tout cas, des missiles contre le porte-avions américain ou frapper des bases des pays de la région, ce qui explique qu'il y a beaucoup d'activités diplomatiques, notamment des pays de la région, la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou encore l'Égypte, qui craignent une déstabilisation générale de la région en cas d'attaque de l'Iran, et une déstabilisation de l'Iran qui pourra faire tache d'huile et donc atteindre les autres pays de la région. Passionnant et si précieux de vous entendre encore une fois depuis les rues de Téhéran. Siavash Ghazi, correspondant France 24 et RFI. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Ça vient de tomber, une déclaration de Marco Rubio qui assure que l'Iran est plus faible que jamais. On va parler d'accord juste après. D'abord, on l'écoute. Je pense que des régimes, dont le régime iranien, ont appris que quand vous tirez sur des gens en pleine tête avec des snipers, ça terrorise la population. C'est terrifiant. Et c'est ce à quoi nous avons assisté. Ce régime est sans doute plus faible qu'il ne l'a jamais été. Et leur problème à court terme, maintenant, en dehors des manifestations qu'on a vues dans le passé, c'est qu'ils n'ont plus les moyens de répondre aux problèmes essentiels de la population, notamment l'économie qui s'effondre. Et la raison principale pour laquelle l'économie s'effondre, c'est qu'ils ont dépensé tout leur argent et toutes leurs ressources à construire des armes et à parrainer des groupes terroristes à travers le monde au lieu de réinvestir dans la société iranienne. Et 2-3 heures seulement avant cette déclaration, Donald Trump a écrit « J'espère que l'Iran viendra rapidement à la table des négociations et conclura un accord juste et équitable ». Et en lettres majuscules, il dit « Pas d'armes nucléaires qui soit bon pour toutes les parties, le temps presse, il est vraiment essentiel ». Imaginez-vous, Gilles Kepel, que le régime iranien soit à ce point affaibli, comme le dit Rubio, pour qu'il accepte un tel accord. Je crois que quelqu'un vous appelle. Si c'est un Iranien qui vous donne des informations, vous décrochez, Gilles Kepel. C'était pas du tout prévu. Je vous en prie. Oui, donc, imaginez-vous un pouvoir iranien à ce point affaibli qu'il accepte les termes qui sont maintenant de plus en plus clairs d'un accord sur la table. Tel quel, non, parce que c'est un suicide. Parce que ce qui permet au régime de résister à ce stade, c'est précisément le fait qu'il soit en capacité de faire jouer l'arme nucléaire. Non pas forcément seulement l'arme nucléaire opérationnelle, puisque, autant que je sache, l'Iran ne dispose pas de vecteurs permettant sur lequel mettre des avions, sur lequel, en revanche, depuis la guerre des 12 jours, il y a eu une dissémination du matériau nucléaire dans le pays, et on ne sait plus où il est. Donc, ce qui veut dire qu'il peut être utilisé, pris par des individus qui ne seraient plus contrôlés même par un pouvoir centralisé. Voilà. Et ça fait partie du deal que les Iraniens aujourd'hui posent aux Américains. On n'est pas terrible, c'est vrai, mais si vous nous détruisez et que c'est encore pire, c'est un chaos infiniment plus grave qu'après la chute de Kadhafi et de Saddam Hussein, qui eux ne disposaient pas d'armes nucléaires. On avait raconté que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, c'était un gros mensonge. Mais là, il y a du combustible nucléaire. Et tout ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, qui fait partie des stratégies, si vous voulez, de défense, de mensonges diplomatiques pour protéger le régime autant que possible et aussi mettre l'accent sur ce qui est pour l'instant le plus gros facteur de protection du régime, c'est-à-dire la hantise des pays arabes du Golfe voisin que l'Iran ne leur tape dessus, et du reste, leur diplomatie a multiplié les déclarations craintives on va le voir à cet dans un égard. instant. Vous avez raison, je vous le promets, on y arrive. Mais Elisabeth Shepard-Selam, peut-on imaginer que tout ce que nous voyons depuis le début de l'émission soit, comme je le disais en introduction, qu'un, entre guillemets, immense revolver mis sur la table par Donald Trump pour obtenir le fameux accord sur le nucléaire, et voyez-vous même une chance
d'y parvenir. Alors c'est pas, enfin, les demandes américaines, et c'est pas la première fois, ne sont pas que sur du nucléaire, c'est aussi sur du balistique. Il y a d'autres éléments que j'ai du mal à voir ce régime accepter. Parce que c'est pas simplement du nucléaire, même si le nucléaire, on sait que c'est pas simple. Mais même quand ils sont sortis du JCPOA il y a quelques années, il y a d'autres demandes des Américains qui, pour moi, sont la fin du régime, et la fin du régime, ça veut dire aussi impossible à accepter de leur côté. Alors, l'Iran menace beaucoup. La communication est forte. L'Iran répondra comme jamais en cas d'attaque américaine. C'est ce que dit la mission iranienne auprès de l'ONU. L'Iran est prêt pour un dialogue fondé, c'est ce qui est écrit sur le respect mutuel des intérêts communs. Mais s'il est acculé, il se défendra et il répondra comme jamais auparavant. Le tout appuyé, vous le savez, depuis plusieurs heures maintenant, par de multiples. Et c'est un festival d'images générées par l'intelligence artificielle, toutes plus effrayantes les unes que les autres, à coups de missiles en direction de la Maison-Blanche qui aurait rencontré la Statue de la Liberté, et de navires comme vous le voyez. Mais ça, derrière les images, Xavier de Giacomoni, puis colonel Père de Jong, est-ce que les Iraniens ont les moyens, selon vous, au-delà des images un peu grossières, de passer aux actes et de toucher en effet les intérêts et américains et des voisins dans la région? Oui. Ils en ont largement les moyens. Alors, toucher le porte-avions Abraham Lincoln, ça risque d'être compliqué parce qu'ils n'ont pas les missiles qu'il faut pour faire ça, notamment la précision. Porte-avions, ça se déplace, c'est pas comme une cible fixe à terre. En revanche, je le disais tout à l'heure, il y a à peine 250 kilomètres entre les deux rives du Golfe où ils peuvent avoir installé des missiles. Les pays qui sont de l'autre côté, Arabie Saoudite, Koweït, Émirats Arabes Unis, Oman, Qatar, qui sont des alliés des Américains. Et puis dans le Golfe, si on arrivait à une situation de blocus, il faudrait que les Américains aillent cueillir les pétroliers juste à la sortie du détroit d'Ormuz. Et là, les bateaux qui seraient engagés seraient des cibles pour les batteries iraniennes qui sont juste de l'autre côté, aux alentours de Bandar Abbas, où notamment les gardiens de la Révolution ont des casernes extrêmement importantes et des forces navales disponibles pour intervenir. Donc ça se ferait pas sans casse. Évidemment, la supériorité, elle est totalement américaine, mais dans le cas de volonté de représailles, j'allais dire suicidaires des Iraniens, ils ont des possibilités, et notamment aussi frapper avec ce qu'il leur reste de missiles à longue portée vers Israël. Alors l'Iran le dit, le régime considérera les pays voisins qui accueillent les attaques américaines comme des pays hostiles, et ça va plus loin. Les menaces semblent fonctionner. Vous l'avez cité, l'Arabie Saoudite, peut-être au regard de la réaction justement de l'Iran, eh bien comme les Émirats Arabes Unis, exclut toute utilisation de son espace aérien ou de son territoire pour une éventuelle frappe américaine contre l'Iran. Le pouvoir de nuisance, quoi qu'on en pense, et quelle que soit la manière dont on veuille voir le monde des Iraniens, reste immense, visiblement. Oui, principalement. Alors, c'est non seulement sur le territoire des pays voisins, mais également sur, vous l'avez mentionné, le blocage du détroit d'Ormuz. Si ça se produit, le pétrole, il ne sera plus à $58. Donc, ça sera aux 130 dont on besoin. Voilà, oui, mais je crains qu'ils ne puissent pas vraiment l'utiliser. Donc, on est, si vous voulez, dans une situation là qui concerne évidemment le monde entier, puisqu'il s'agit de la pompe à essence, etc. Donc ça, c'est un deuxième point. Sur les pays de la péninsule arabique, alors effectivement, tous font des déclarations qui vont dans le même sens. Si j'ai bien entendu tout à l'heure, un énorme avion américain vient de se poser sur le territoire saoudien. Oui. Et lorsque Israël avait frappé le Qatar, il l'avait fait à partir de F-35 qui étaient au-dessus de la mer Rouge, donc sur votre carte on ne voit pas tout à fait, donc à l'ouest de l'Arabie Saoudite, et les missiles avaient traversé le territoire saoudien, enfin l'espace aérien saoudien, pour venir taper sur le Qatar sans que personne ne leur ait demandé leur avis. Oui. D'ailleurs, MBS, le dirigeant saoudien, avait manifesté de la réprobation, mais aujourd'hui, vu la situation et le rapport de force, je ne suis pas convaincu que les Américains demandent la permission avant d'agir. Ils sont sensibles aux enjeux structurels, mais si si la décision militaire c'est à partir de ce territoire, en survolant tel territoire qui n'est pas forcément très chaud, parce qu'ils craignent les rétorsions,
qu'on va frapper de manière décisive, la décision américaine, on l'a vu dans le passé, sera prise et il s'assoit sur les règles internationales. On l'a vu dans d'autres cas, le Groenland et ailleurs. Mais il y a un traumatisme 2019 pour l'Arabie Saoudite, puisque l'Iran, via ses relais, avait bombardé les installations pétrolières très importantes de l'Arabie Saoudite. Donc c'est ça qu'ils ont aussi en mémoire. Mais est-ce que les États-Unis pourraient outrepasser cette réaction des alliés dans la région, sachant qu'il y a quelques jours, on a quand même compris que si sa main avait été un peu ralentie à Donald Trump, c'est notamment parce que Arabie Saoudite, Oman et autres avaient dit attention, les intérêts sont importants, il ne faut pas y aller. Les Israéliens aussi qui ne s'estimaient pas suffisamment prêts, et notamment qui estimaient que la défense des villes israéliennes n'était pas suffisamment assurée, puisque la guerre des 12 jours de juin avait beaucoup épuisé leur stock de missiles antimissiles, du fameux Iron Dome qui protège Israël. Donc les Israéliens avaient un peu ralenti, et effectivement le contexte régional, mais ce contexte régional n'est pas de nature que les diplomates américains et les équipes de Donald Trump discutent avec les partenaires, leurs alliés dans la région, c'est une chose. C'est pas ça qui arrêtera Donald Trump cette fois. À un moment, dans le secret de son bureau ovale, il décide d'y aller et de frapper les Iraniens. Alors je sais, c'est frustrant, le temps file, mais vous êtes passionnant, que voulez-vous que je vous dise. Dans un instant, regardez cette photo. Oui, Donald Trump garde Vladimir Poutine tout près de lui. Voici son dernier cadeau à Vladimir Poutine qui est exhibé à la Maison Blanche. Donald Trump a accroché la photo de Poutine que Poutine lui avait offert après leur rencontre en Alaska, en dessous d'une photo de lui et de sa petite fille Carolina dans la Palm Room de la Maison Blanche à Washington. Quels sont les objectifs géopolitiques de Trump en ce moment? La démocratie, les intérêts économiques, la transaction. Que veut Trump à l'international? Le monde, selon Trump, quand il s'affiche avec Poutine sur les murs de la Maison Blanche. On en parle dans un instant. À tout de suite. On revient sur cette information du Télégraphe qui vient de tomber. La préparation de l'armada pour frapper l'Iran serait maintenant terminée. On y revient dans un instant, mais je le promettais, on va revenir aussi sur une photo qui fait le tour du monde. Trump-Poutine affiché dans les couloirs de la Maison Blanche. On en parle toujours avec Elisabeth Shepard-Selam, toujours avec Xavier de Giacomoni, toujours avec le colonel Père de Jong, avec Luc Amanger, donc avec vous, Gilles Kepel. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et donc le décorateur en chef de la Maison Blanche a encore frappé. Donald Trump garde Poutine près de lui, je le disais, un cadeau fait par Poutine à Anchorage en Alaska cet été. Cette photo, encadrée en doré, a donc été accrochée sur les murs de la Maison Blanche. On pourrait en rire, mais dans ce même temps, nous apprenons que Moscou poursuit ses bombardements et qu'il y aurait maintenant près de 2 millions de victimes en 4 ans. La photo accrochée au mur est un tirage offert par Poutine, a été mis juste à côté, on ne le voit pas en dessous, mais d'une photo avec sa petite fille, Carolina, dans la Palm Room, donc de la Maison Blanche. Je vais faire très simple. Ce que cela dit, selon vous, Gilles Kepel, de Donald Trump, de ses valeurs, du monde, selon Trump? C'est que l'Ukraine, pour lui, est aujourd'hui relativisée. Il se concentre sur les instruments et les lieux de sa puissance. Le Venezuela, ni les Russes ni les Chinois n'ont bougé. Et au fond, en laissant entendre que il intervient modérément sur les questions ukrainiennes. Il espère se garder les mains les plus libres possibles pour ce qui est aujourd'hui l'enjeu iranien. Et la Russie n'a pas besoin de l'Iran. La Russie est une grosse productrice et exportatrice d'hydrocarbures. En revanche, la Chine, c'est très différent, importe énormément de pétrole iranien, ça a été dit. Si ces importations venaient à cesser, surtout dans un contexte où le prix du brut flamberait si le golfe Persique devient non fonctionnel, ça signifie un très gros problème pour la compétitivité chinoise. Ça renchérit les produits, ça pose des problèmes d'emploi en Chine, etc. Donc il me semble que, d'une certaine manière, cette espèce de photo, si la communication est délibérée, qui tend visiblement, à montrer que, au fond, ils s'entendent, si j'ose dire, comme larrons en foire, c'est que c'est un signe qu'on le laisse libre dans son empire et qu'il nous laisse libre dans le nôtre. Alors pour être tout à fait juste, il a ainsi retapissé les murs de cette Palm Room avec des photos importantes de sa première année de mandat. Donc on aperçoit aussi par exemple Xi Jinping. Il n'y a pas que Poutine, il faut être tout à fait carré quand même malgré tout. Elisabeth Shepard-Selam, ce que cela dit selon vous
du rapport à la libération des pays ou au transactionnel dans un cadre où on parle d'Iran tous les matins et de volonté de délivrer, oui ou non, un peuple? D'abord, ce qui frappe, c'est cette volonté un peu impériale des deux hommes en question. Si en plus il y a Xi et d'autres, on est rentré dans une autre ère, on en parle beaucoup sur ce plateau, et il veut montrer qu'il fait parmi les grands. Je pense qu'il y a aussi une certaine question d'ego, d'homme fort qui s'exprime à chaque fois qu'ils mettent une photo. Et c'est pas les premières photos qui nous surprennent dans la Maison Blanche. Ah mais non, on a en mémoire Biden, Obama, dont la légende a été changée. On a même ressorti les images. Est-ce que pour lui c'est une machine de communication aussi ultra puissante, bien évidemment. La photo avec Kim Jong-un en fait. Oui, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. C'est la fascination. C'est la fascination. Il n'y a pas de photo avec Zelensky. Voilà. Mais Zelensky n'est pas en photo. D'après ce qu'on sait, il n'y a pas Zelensky dans la Palm Room. Et l'entrée de la Maison Blanche. Qui est l'entrée de la Maison Blanche redécorée à la façon Donald Trump. C'est juste en un mot, il y a toute une symbolique des photos et de l'affichage des photos pour Donald Trump qui est très important pour lui. C'est-à-dire c'est un peu comme un gamin qui a besoin de mettre les photos de ses stars, quoi. C'est des posters de ses vedettes qu'il met dans sa chambre. Sauf que la Maison Blanche est devenue sa chambre et que d'une certaine manière, toute cette symbolique de la photo quand il met des la vedette c'est lui. La vedette c'est lui. Vous avez raison. C'est la limite de ma comparaison. Mais avec les modifications des légendes quand il modifie lui-même les légendes. Il aimerait bien avoir leur pouvoir. C'est voilà, ça que ce sont ces vedettes. Et maintenant, on peut vraiment s'interroger sur les suites de l'opération en Ukraine. Les Ukrainiens, quand ils voient ça, ils tombent de l'armoire parce que vraiment, c'est un abandon. Je voudrais qu'on en vienne, je le promettais, cette information qui vient donc de tomber, elle nous vient de The Telegraph, qui assure que la préparation pour les frappes en Iran est complète désormais. Que tout est prêt dans l'armada pour frapper l'Iran et par ailleurs que la Grande-Bretagne semble se préparer à intervenir probablement, je le lis en même temps que je vous parle, à titre défensif. Gilles Kepel. Il faut bien se rappeler que la plupart des États de la péninsule arabique étaient liés à la Grande-Bretagne, en particulier ce qu'on appelait les États de la côte de la Trêve, les Émirats arabes unis, qui n'existaient pas encore à l'époque, le Qatar, Bahreïn bien sûr, qui est la base de la 5e flotte américaine, Oman. Tous ces États, si vous voulez, ont des relations très 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 proches. Leurs élites vont à Londres et on voit bien que au moins cette partie de la stratégie, c'est quelque chose que Londres peut mettre en œuvre. Londres dispose de bases dans la région, dispose d'une armée de l'air significative, et pendant que les Américains et éventuellement les Israéliens se focalisent sur l'Iran même, les Britanniques peuvent effectivement assurer une posture ou une mise en œuvre militaire, une mise en place également, qui rassure les États arabes du Golfe qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure déjà dans ce débat, le point faible aujourd'hui et ce sur quoi porte toute la rhétorique, la stratégie iranienne de contre-attaque, si j'ose dire. Alors il y a deux déclarations qu'il faut retenir à cette heure. Tout est prêt pour frapper l'Iran selon le Télégraphe. On reste sur la prudence nécessaire bien évidemment, mais juste avant l'émission, Donald Trump a écrit que le temps était compté. Est-ce à dire qu'une forme d'imminence est en train de s'installer? Alors, j'ai envie de dire oui, mais c'est Donald Trump et que sa volatilité font que on se rappelle à la fois les timelines sur l'Ukraine et puis la dernière fois qu'ils ont frappé à l'Iran, ils les ont donné 2 semaines et ils ont frappé en 48 heures. Donc il est capable de tout. C'est un peu le problème aujourd'hui. C'était l'inverse. Donc il est capable de tout. Les signes montrent en tout cas qu'il n'y a pas que les États-Unis qui se préparent. On parle de défense en Israël, on parle d'autres pays. Donc ça tend à montrer que c'est peut-être une question de jours si c'est pas des... Colonel Pierre de Jong, quand on est militaire, quand on est colonel Pierre de Jong, que tout est prêt pour frapper,
On va frapper. En même temps, le problème, c'est que le dire, c'est pas le faire. Oui. Et donc, le vrai sujet, je pense qu'on est encore dans une période de gesticulation, puisque Trump a dit très clairement, il y a quelques heures, a dit qu'il était prêt à négocier et qu'éventuellement, les Iraniens. Donc, on voit, il y a une petite musique qui tourne en disant, les Iraniens, venez à nous, on peut éventuellement discuter. Donc, il y a une espèce de chaud et froid qui est extrêmement étrange. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a des bateaux, il y a des avions, il y a un dispositif. On peut pas les empiler comme ça à l'infini. Là, là, il y a Total. La Méditerranée, la 5e flotte est sortie. La 6e flotte est sortie aussi, donc il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, il y a plus sur le bouton. Si je comprends bien, ça veut dire que le revolver sur la table des négociations est maintenant chargé. Oui, le revolver est chargé et effectivement, il est sur la tempe. Et ce qu'effectivement, faut rappeler ce que vous disiez, colonel, c'est que tout en disant on est prêt, on va attaquer, Donald Trump visiblement cherche une porte de négociation avec les Iraniens pour leur faire renoncer à ce qui sont les lignes rouges pour les Iraniens, leur programme nucléaire, l'uranium enrichi qui est toujours en leur possession, les missiles balistiques. Pour l'instant, ce sont des choses que les Iraniens ne refusent absolument de négocier. En revanche, avec ce pistolet sur la tempe, peut-être qu'une négociation va s'enclencher dans les heures qui viennent. En quelques mots, Xavier ? Le pire qu'on puisse imaginer, c'est qu'il y a certainement le guide suprême Ali Khamenei dans la négociation. Et là, c'est extrêmement compliqué. On arrive vraiment au paroxysme de ce à quoi seraient acculés les Iraniens. Et c'est peut-être pour ça que la pression est extrêmement impressionnante quand on la voit depuis l'armée américaine. Alors, avant de vous laisser filer, Gilles Kepel, on a bien sûr envie de vous entendre sur ce point. Prêt à négocier, Ali Khamenei ? Lui, je pense que non, il ne peut pas négocier. La seule chose qui est possible, oui, c'est de faire en sorte qu'il soit éjecté. Et pour trouver quelqu'un d'autre qui sera plus apte à la négociation. Ça serait l'option d'Elcy Rodriguez au Venezuela, qui a dit entrez là, Maduro est caché ici. C'est pas aussi facile. Non, justement, moins facile. Bien voilà, c'est qu'on joue pas du tout, c'est pas la même catégorie. On parle d'un pays de 90 millions d'habitants avec une extrême sophistication, un pouvoir très structuré. Et je ne pense pas que ce soit exactement du même ordre. Donc, c'est pourquoi il y a cette espèce d'empilement aujourd'hui de force, avec la possibilité laissée à l'Iran, à l'intérieur de l'Iran, à des groupes de dire ça y est, on tue Khamenei, on le fait partir, etc. On se substitue à lui, ce qui enclencherait le début d'un système qu'on ne maîtrise pas complètement. Mais la perspective d'une opération militaire massive, aujourd'hui, évidemment, ce sera la dernière des solutions. Le pouvoir américain a besoin d'avoir un succès, mais comme on l'a vu, vous parliez de ces différentes actions, il agit jusqu'à un certain point, mais il n'assure pas le suivi. C'est un entrepreneur, c'est un spéculateur immobilier. Au Venezuela, on a remplacé. À Gaza, ça se passe doucement. Et là, la question, c'est est-ce qu'il est capable de faire quelque chose sur le long terme. C'est sa faiblesse, et bien évidemment, les Iraniens en sont parfaitement avertis. Je vous remercie beaucoup, Gilles Kepel, encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci toujours, Elisabeth Shepard-Selam, Xavier de Giacomoni, Lucas Manger et le colonel Pierre de Jong. Merci à vous, bien évidemment, de nous regarder, et vous pouvez nous écouter, bien évidemment, le podcast, le QR code, il est là, vous scannez, vous flashez, vous nous retrouvez, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Donc on vous dit à plus tard, en podcast, oui.